Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la CBR 1100 XX de 1997. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui j'ai de nouveau la chance de tester la machine de l'ami De Spi 999. Bon, si vous ne le connaissez pas, j'ai mis un lien de sa chaîne dans la description et vous verrez sur sa chaîne qu'on a fait plein de vidéos ensemble. Bon, pour les autres, vous connaissez l'animal, il aime bien les 4 cylindres, il aime bien les machines avec des fortes cylindrées. Eh bien, il a remplacé sa CB 1300 par cette CBR 1100 XX. Donc, très certainement la plus grosse cylindrée disponible pour une CBR. Donc, c'est une machine qui est vraiment énorme. Clairement, c'est celle qui a inauguré, on va dire, toute la lignée des très grosses sportives GT type Hayabusa, ZX12R, ZZR 1400. Honda à l'époque, ils étaient un peu tarés et ils aimaient bien se lancer dans des machines complètement aberrantes. Sur ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu le test de la X11 qui était sur la même base technique que cette machine mais en version roadster. Là, c'est encore plus violent, encore plus puissant, encore plus lourd. Et on va essayer de rester en vie et de tester ce Youngtimer. On est sur un modèle de 97, c'est-à-dire les premières années de production de ce modèle. C'est une moto qui est donc avec un 1100 cm3, 4 cylindres en ligne, qui développe 164 chevaux. Et d'ailleurs, c'est un modèle qui est encore à carburateur, alors que sur les dernières années de commercialisation de cette moto, elle était passée à l'injection. Ah, les premiers tours de roue sont assez difficiles pour moi, hein. La machine est vraiment lourde, elle est donnée pour 255 kg. C'est pas un poids si énorme que ça quand on compare à la puissance de 164 chevaux. Mais pour une sportive, je rappelle c'est une CBR, eh bien c'est quand même vachement lourd. On sent que c'est pas une moto qui est conçue pour titiller le circuit, mais plutôt pour aller vraiment à des vitesses aberrantes sur route. D'ailleurs, c'était une des premières machines qui se revendiquait avoir une vitesse max compteur qui dépassait les 300. Oh là là, le couple. Même en restant à mi-régime, on a l'impression que la moto elle veut se lever quoi. Ce truc de dingue. Bon, comme d'habitude, vous connaissez De Spi, il ne peut pas s'empêcher de personnaliser un peu ses machines. Donc on va dire qu'elle a été encore De Spiisée, mais il l'a aussi acheté déjà pas mal personnalisé. Là vous la voyez avec des carénages qui ne sont pas d'origine, c'est des carénages imitation Repsol, mais elle n'a jamais officiellement été vendue avec ce coloris par Honda. Au niveau de l'éclairage, on peut voir aussi qu'il y a des LED qui ont été installés à l'avant afin d'éclairer un petit peu mieux. L'éclairage arrière a été remplacé par un phare unique qui intègre feu stop ainsi que clignotant. À l'avant, les deux clignotants sont toujours dans les rétros, mais d'origine, il y a une espèce de cabochon en plastique orange. Là, ça a été remplacé par un transparent avec des ampoules orange. C'est nettement plus joli et plus moderne. D'origine, normalement, sur cette moto, il y a un silencieux de chaque côté, un gros silencieux chromé. Là, ça a été remplacé par des imitations à Krapovic. On sent que c'est des imitations chinoises. Et pour l'instant, la sonorité n'est pas trop forte. Et ça s'intègre, on va dire, plutôt bien avec le style de la moto. Même si c'est vrai, je trouvais les deux échappements d'origine plus jolis. On est sur une position très basculée vers l'avant. Malgré que le guidon soit quand même en position haute, il n'est pas en dessous du tête-fourche, mais bien au-dessus de celui-ci. J'ai pas mal d'appui sur mes poignets. Au niveau des jambes, les deux repose-pieds sont relativement hauts, j'ai les genoux pliés. Et ce qui est gênant en fait, c'est la largeur du réservoir. En plus là, il y a une protection de réservoir qui est élargie encore. Ça fait que j'ai un peu de mal à faire corps avec la machine. Celle-ci est vraiment, j'ai l'impression disproportionnée par rapport à ma taille. Et quand je m'arrête, mettre les pieds au sol n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Surtout que je me retrouve gêné par les deux repose-pieds qui me tapent juste dans les mollets. Oh, cette patate. Alors par contre, je suis beaucoup moins convaincu par les freins. Le frein avant, il ralentit, mais la sensibilité est très mauvaise.
je saurais pas vous dire si c'est à cause des leviers qui sont actuellement sur la machine. C'est des leviers que vous connaissez tous, c'est des trucs adaptables qui viennent de Chine. Malheureusement, j'ai un gros débattement, vous voyez, là où il se passe absolument rien. Et seulement après, ça freine un peu. Et la sensibilité est pas terrible du tout. Ça me rassure pas, surtout sur une machine aussi performante. Sinon la moto a l'air d'être plutôt équilibrée, ça se penche assez facilement malgré son poids. Et là j'arrive pas du tout à me basculer sur la moto tellement elle est large. J'ai l'impression d'être rivé au siège. Le souci c'est que dès qu'on accélère un peu, on se retrouve tout de suite largement au-delà des limites. Il y a trop de patates sur cette moto. Oh là là. À la moindre ligne droite, on peut pas s'empêcher, on accélère un peu et tout de suite ça part. C'est un truc de dingue. Et malheureusement, je retrouve pas la facilité de prise en main que j'avais lorsque j'ai testé la version Roadster, la X11. Alors ici, vous voyez, la route est complètement défoncée. Les suspensions sont quand même vachement fermes. On est basculé sur l'avant, donc on s'en prend plein le cul et les poignets. C'est clairement pas une machine qui est faite pour rouler sur un terrain, on va dire, en mauvais état. Là, vous voyez, je m'arrête et toucher le sol. Cette galère. La moto est tellement large, c'est aberrant. Franchement, je me sens pas rassuré lors des arrêts. Allez, on accélère un peu. Ah, ce moteur, il est vraiment génial. Mais je suis pas rassuré vraiment par le gabarit de la moto. Et la prise en main, comme je vous l'ai dit, c'est bien moins facile que sur une X11. De plus, la protection offerte par les carénages n'est vraiment pas dingue. Parce que la bulle est beaucoup trop courte. Donc j'ai beaucoup d'air qui arrive sur mon casque. Et aussi, même au niveau des carénages, bien qu'ils soient vachement larges, j'ai beaucoup d'air qui arrive sur mes cuisses et sur mes mollets. Le seul moyen pour moi d'être un peu protégé du vent, ça serait de m'allonger complètement comme ça. Sauf que là, ça devient très désagréable assez rapidement. Alors, un truc qui est très bien par contre, comme souvent sur ce genre de machine, c'est l'emplacement des rétroviseurs. Ils sont suffisamment loin pris sur le carénage pour que le réglage soit parfait. Je vois très bien ce qui se passe autour de moi. Je suis pas du tout gêné par mes bras. Ça, c'est vraiment impeccable. Bon, comme d'habitude, c'est un 4 cylindres, donc je suppose que ça doit être très souple. Là, vous voyez, je me colle en 6e. Je suis en 6e à 35 km/h. Et ça reprend déjà. Donc même sur ce moteur à carbu, c'est parfaitement utilisable. Franchement, les 4 cylindres en ligne, au niveau souplesse, il n'y a pas mieux. Actuellement, la moto est équipée de pneus neufs. À l'arrière de SPI a installé un 190, mais d'origine c'est un 180. Et c'est clair que ça nuit pas du tout à la prise d'angle. Le fait d'avoir un pneu un peu plus large. Ce pneu a d'ailleurs une sensibilité vraiment très bonne. C'est très facile à prendre en main. Je suis vraiment surpris de la sonorité de ces deux imitations à Krapovic. La sonorité est pas trop forte et c'est souvent le problème en fait des imitations. Souvent ça nous casse la tête. Là c'est vraiment agréable. On n'est pas non plus sur une sonorité, je dirais, absolument délirante. C'est pas forcément hyper mélodieux, mais c'est tout à fait au niveau de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur ce genre de moto. Allez, je fais un petit freinage, frein arrière, ça freine presque pas. La sensibilité est mauvaise. Frein avant, sensibilité est mauvaise, mais forcément ça freine beaucoup plus. Alors je sais pas si les sensibilités, tout ça, si c'est dû à l'âge de la moto, ce genre de truc, mais je suis pas pour l'instant convaincu par le freinage. Même dans les virages à faible vitesse, quand je veux juste stabiliser un peu la moto avec le frein arrière, j'arrive pas en fait. Ça freine très mal. L'embrayage, lui, il se manie sans difficulté. C'est d'ailleurs un embrayage hydraulique. Et là, vous voyez encore, je galère pour m'arrêter. Alors, concernant les commodos,
C'est très très classique, hein. C'est les mêmes commodos que sur toutes les motos japonaises de ces 30 dernières années. Vu que c'est une moto à carbu, on a forcément un petit starter sur le côté gauche. Et vu que c'est une moto un peu ancienne, Young Timer, on a un bouton pour l'allumage des feux, vu que ce n'est pas automatique sur cette machine. Le tableau de bord sur cette moto est bien sympathique, bien vintage, avec plein de cadrans à aiguille. Vous avez bien sûr en gros au milieu notre vitesse, qui est graduée d'ailleurs jusqu'à 330 km/h. Ensuite le contour, et vous avez deux plus petits cadrans pour la jauge de carburant, ainsi que la température du liquide de refroidissement. Tout ça c'est très visible, très bien placé, il n'y a aucun problème. Au milieu du tableau de bord, on a aussi une petite horloge numérique, ça fait 13 années 80. Petite particularité, dans les voyants, vous avez un voyant S qui est jaune orangé, qui vous indique si vous avez oublié votre béquille. Au niveau de la boîte de vitesse, c'est tout à fait standard, c'est ni spécialement bon ni vraiment mauvais. De Spi me disait qu'il a trouvé un peu agricole, mais à mon avis c'est qu'il est vraiment trop habitué à des boîtes Honda récentes. Celle-ci est peut-être un peu plus ancienne, mais je trouve qu'elle fonctionne parfaitement bien et elle est même encore meilleure que beaucoup d'autres machines récentes. Si vous prenez une Harley Davidson, je vous assure que vous allez comprendre ce que c'est une boîte ferme et agricole. Donc les amis, je vais profiter de cette route pour faire un petit test d'accélération. Donc je rappelle qu'on est sur une moto qui fait 164 chevaux pour 255 kg. Il n'y a bien sûr aucune aide électronique vu l'âge de la machine. Allez, c'est parti, let's go! Donc vous l'aurez vu, hein, ça accélère vraiment bien malgré le poids de la machine. C'est assez linéaire, j'ai même pas eu l'occasion de monter vraiment très très haut dans les tours. La sonorité reste assez feutrée, même quand on tape un peu dans le moteur. Et globalement, c'est vraiment un genre de dragster, hein. Mais c'est pas forcément hyper sensationnel. C'est très Honda en fait, hein. C'est performant, mais pas forcément délirant au niveau des sensations. Là, je roule un peu vite sur une route qui est pas en bon état. Et clairement, les suspensions, elles arrivent vite à leur limite, je trouve, hein. Le poids est vraiment trop élevé, hein. Ah non, là, la route est complètement défoncée. Clairement, c'est la misère. Alors, je m'arrête ici pour tester le demi-tour. Donc, je signale ce que je fais. La route est dans une largeur parfaitement standard. On voit que ça braque pas. Je garde les pieds au sol, même si c'est compliqué. Alors, est-ce que ça va finir par tourner? Non, ça ne passe pas en une seule fois. Obligé de remanœuvrer. Bon, vous l'aurez compris, hein, l'angle de braquage est bien digne d'une sportive. C'est pas pour rien qu'on l'appelle CBR. Clairement, en ville, en roulant longtemps, comme je le fais actuellement à très bas régime, la moto est vite usante de par sa position. Et je sais très bien que la moto peut être ultra facile, parce que sur la X11, je la trouvais vraiment géniale cette machine, et je ne retrouve absolument pas le plaisir instinctif de la X11 à cause de cette position de conduite trop extrême en fait, trop usante. De Spi m'avouait d'ailleurs que lui, ça lui fait plus mal au poignet qu'au dos, et moi c'est exactement la même chose, hein. J'ai pas vraiment mal au dos, mais par contre mes poignets ils trinquent à mort. Le véritable atout, hein, de cette moto, c'est son moteur. Il est génial. Je sais pas s'il y a une grosse différence entre la version carbu et la version injection, mais j'adore vraiment ce moteur. Il a du couple, il a de la puissance, il est dosable, il est facile. Et il est vraiment très bien ce moteur, il n'y a rien à dire. Mais bon, après, il faut absolument adorer ce genre de position sportive, et il faut aussi être capable de gérer une machine de ce poids-là pour prendre du plaisir avec cette CBR 1100XX. Pour comparer, en restant chez Honda avec une machine à peu près du même poids, je trouvais la VFR 1200 plus facile, alors qu'elle doit être encore plus lourde. En ville, ce missile est totalement inexploitable. Même arrivé juste à 3-4 000 tours, je m'envole. Le souci, c'est qu'avec un moteur de cette cylindrée, on n'a pas l'occasion de monter vraiment dans les tours. Allez, on va faire un petit accel.
faire un test de relance. Je suis actuellement à 90 en 6ème. J'accélère à fond. 100, 110, 120 et 130. Franchement, je suis à très bas régime là. Je devais être à peine à 3500 tours. Et ça part déjà super fort. Ce moteur est absolument génial pour ça. Et autant je trouvais le carénage assez inefficace en étant à basse vitesse, là en roulant un peu plus vite, je me retrouve vraiment protégé. J'ai beaucoup moins d'air qui touche mon casque et j'en ai presque plus qui touche mes jambes. Et une fois de plus, ça prouve bien que c'est une moto qui a été conçue pour aller vite. Et vraiment que pour ça en fait. Bon, la prise d'info autour de nous n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile vu qu'on est quand même bien basculé sur l'avant. Mais ça va, on a connu pire. Là où ça m'handicape le plus en fait, c'est quand je suis arrêté à un stop. Parce que vu que je suis quand même vachement allongé sur le réservoir, bah, prendre les infos autour de moi n'est pas forcément très aisé sans relâcher le guidon. Parlons un petit peu des autres aspects, les aspects pratiques, les coûts d'entretien, ce genre de choses. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une moto assez ancienne à carbu. Donc forcément la consommation est quand même un peu élevée quand on compare avec des machines modernes. Là on est sur une consommation qui est donnée par le constructeur aux alentours de 8 litres au 100. Concernant les rangements, il n'y en a presque pas en fait. Vous pouvez bien sûr démonter la selle, vous arrivez sur un petit emplacement qui a été conçu à la base par Honda pour mettre un U. Et un U vraiment assez balèze, pas un tout petit U ridicule comme ça se fait parfois. Vous avez aussi quelques outils, mais vous n'aurez pas la place de mettre d'autre chose que un U en fait. Vous pouvez peut-être y mettre un gilet jaune, mais ça se limitera à ça. Au niveau de la fiabilité, c'est aussi un des très gros points forts de cette machine. Elle est extrêmement fiable. Il y a quelqu'un qui en a une sur internet, je me souviens plus sa personne, mais il a dépassé les 700 000 km avec. Donc vous doutez bien que là aujourd'hui le modèle que je teste il a 36 000, c'est ridicule. Ce moteur est on va dire aussi fiable qu'un moteur de bagnole, ça peut enquiller des bornes sans aucune difficulté. L'entretien n'a absolument rien de spécialement coûteux, c'est comme pour la plupart des autres 4 cylindres en ligne à carbu de ces années-là. La moto maintenant ne cote vraiment plus grand chose, elle est dans le creux de la vague, hein. C'est pas encore complètement une moto de collection, elle le sera que dans quelques années. Une machine comme j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire pas forcément complètement d'origine, un peu accessoirisée, ça vaut dans les 3000 balles on dira. Et par contre un modèle complètement d'origine avec peu de kilomètres, ça peut valoir jusqu'à 5000. Mais comme je vous l'ai dit, hein, le nombre de kilomètres n'est pas forcément un paramètre extrêmement important sur cette machine, vu que c'est ultra fiable en fait. Bon les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette CBR 1100 XX de 97, donc un beau petit young timer. Si vous avez des questions concernant cette machine, eh bien mettez-les dans les commentaires. De Spi y jettera forcément un coup d'œil et moi aussi j'essaierai d'y répondre si besoin. Si vous possédez cette machine, eh bien dites-nous ce que vous en pensez, quelles sont les choses à privilégier sur cette machine, quel type d'accessoire est le plus adapté, quel pneu vous privilégiez sur cette machine. Tout ça, ce sera très intéressant de le lire vu que c'est une machine qui devient de plus en plus rare sur nos routes. Je tiens encore à remercier mon pote de Speed 999 de m'avoir mis à disposition sa machine. Je vous remercie encore d'avoir regardé ce test jusqu'au bout. S'il vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut. Pensez à vous abonner si vous aimez mon contenu. Je rappelle que d'habitude, la plupart des tests que je fais sont près de chez moi en Normandie, dans la région de Rouen. A bientôt pour un nouveau test. Mais à tous. Pou, 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 pou.